Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour l'épisode final du livre Vers un Parlement européen, écrit par Kenneth Lindsay. J'espère que ces différents épisodes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles séries. Et n'hésitez pas à liker, à partager et même à commenter cette vidéo. On sera ravis de lire tous vos commentaires et d'y répondre, bien entendu. Je vous souhaite une très belle écoute et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Appendice A. Lettre écrite par Kenneth Lindsay, 39 Hay Street, Londres W1, le mercredi 11 décembre 1957. Monsieur le représentant, je procède actuellement à une étude sur l'Assemblée consultative à laquelle vous avez été appelé à siéger. Ayant été membre de la Chambre des communes pendant 17 ans, je sais combien de courriers reçoit un parlementaire. La présente lettre est, hélas, pire que les autres, puisqu'elle comprend un questionnaire, heureusement succinct. Le président et le secrétaire général, que j'ai avisé de ma démarche, ont bien voulu l'approuver officiellement. Permettez-moi d'ajouter 2 précisions. Premièrement, tous les renseignements fournis dans ce questionnaire demeureront anonymes. En cas d'exception, je solliciterai l'autorisation personnelle de l'intéressé. Deuxièmement, j'ai pour seul but de faire progresser l'unité européenne. Vous trouverez donc ci-joint les diverses questions. Je vous saurai gré d'y répondre avec sincérité et vous serez très reconnaissant de tout renseignement supplémentaire que vous voudriez bien me fournir. Veuillez agréer, monsieur le représentant, l'assurance de mes sentiments les meilleurs. Kenneth Lindsay. Et vous pouvez voir affiché à l'écran à l'instant le questionnaire à l'adresse des membres passés et présents de l'Assemblée consultative. Bien sûr, si vous voulez sauter cette partie, je vous mets tout de suite le timecode de la vidéo auquel vous pourrez reprendre l'écoute classique des prochains chapitres. Belle écoute. Les seuls titres que j'ai à écrire ces pages au sujet du Conseil de l'Europe tiennent au fait que depuis le congrès de la Haye, c'est-à-dire depuis 10 ans exactement, j'ai assisté aussi souvent que possible, généralement dans le rôle d'observateur, aux sessions de l'Assemblée consultative. Je dois avouer que j'ai été parfois tentée d'abandonner à son destin, une organisation qui ressemblait un peu à un navire en train de couler. Fervent parlementaire, j'ai toujours cru à la nécessité d'organiser un lieu de rencontre permanent, où les membres des parlements venus de tous les pays d'Europe pourraient se lancer, déstocker de taille, dans des combats courtois, discuter et forger des solutions pour les problèmes nombreux et évidents qui les obsèdent. Un foyer parlementaire. Quelles que soient les objections qu'on puisse adresser aux propositions déposées par M. Eden en 1952, aux grands dessins ou aux propositions italiennes de simplification et d'harmonisation des institutions européennes, il existe un argument majeur pour la concentration de toutes les réunions parlementaires en un seul endroit, qui, comme l'Assemblée de Strasbourg, possède tous les accessoires d'une chambre parlementaire. Nous façonnons nos habitations, et nos habitations nous façonnent, déclarait Sir Winston Churchill lors d'un débat sur la reconstruction de la Chambre des communes, détruite par les bombardements au cours de la Seconde Guerre mondiale. C'est également lui qui déclara prophétiquement en 1953, lorsqu'on envisageait un Conseil de l'Europe au sein d'une sorte de réunion des Nations Unies. Ce Conseil, une fois créé, doit finir par englober la totalité de l'Europe, et tous les membres de la famille européenne doivent un jour y participer. D'un autre côté, l'Europe est assez vaste pour pouvoir disposer de toute une diversité d'institutions, et elle n'a pas hésité à créer plusieurs organismes nouveaux pour diverses fins particulières. Il doit exister un centre, un foyer, où, comme au tout premier jour de l'Assemblée consultative, les principaux hommes d'État d'Europe peuvent se réunir, où l'opinion publique se trouve à la fois élaborée et exportée, non seulement à l'intérieur de l'Europe libre,
mais aussi derrière le rideau de fer et dans les autres continents. Il ne peut y avoir de limite à l'ordre du jour d'une telle assemblée. Elle doit embrasser des secteurs politiques, économiques, sociaux et culturels, même s'il existe des organismes fonctionnels dont chacun est chargé d'une tâche bien définie. Chef d'autrefois et chef d'aujourd'hui. Depuis la dernière guerre, l'Europe a opéré une remarquable résurrection. Nous avons tendance à considérer que c'est tout naturel, et avons la même attitude en face du degré surprenant de réconciliation qui s'est manifesté entre les pays vainqueurs, vaincus et neutres. Malgré le scepticisme considérable de l'extrême gauche à l'extrême droite, dont fait preuve l'opinion politique, et l'Himalaya d'indifférence et d'apathie que l'on peut constater dans toutes les classes de la société, de grandes réalisations ont été acquises, et le foyer de ces réalisations est la Maison de l'Europe, à Strasbourg, où 3 assemblées différentes se sont réunies. Le mot d'ordre et la direction ont été donnés par la lumière qu'un petit nombre d'hommes n'ont jamais cessé de faire briller. Les masses ont suivi et suivent encore avec un retard de plusieurs lieues. Je n'ai jamais vu, dans aucun pays, un mouvement sortir des masses, bien que quelques pays et quelques parlements aient donné l'exemple en allant de l'avant. C'est ainsi que le groupe du Benelux, peut-être en raison de l'expérience qu'il avait acquise, a joué un rôle de pionnier. Bien d'autres pays ont fourni des chefs, dont certains provenaient des mouvements de résistance et d'autres des pays victorieux, mais tout aussi bien, ce qui mérite d'être souligné, des autres pays que les chefs insensés avaient égarés dans la guerre. Il est intéressant de signaler que, 10 ans plus tard, une organisation d'anciens membres de la résistance et anciens déportés de la Seconde Guerre mondiale, venant de France, d'Allemagne occidentale, d'Italie et des nations du Benelux, les 6 nations de la Nouvelle Assemblée, a été fondée pour donner son aide et son appui à la formation d'une Europe unie. Cette organisation est appelée Union des résistants pour l'Europe unie, et elle a l'intention de s'étendre à d'autres nations européennes. Son président est un juriste français, et il peut être intéressant pour ceux qui se laissent aller trop facilement à parler de nationalisme européen, de noter qu'il est également président du conseil exécutif de la Fédération mondiale pour les Nations unies. La section française comprend des hommes aussi connus que messieurs Guy Mollet, ancien président de l'Assemblée consultative, Georges Bidault, Paul Reynaud et René Pleven. À l'heure actuelle, comme je l'ai déjà montré, les listes de collaboration auprès de l'Assemblée consultative commencent à prendre de l'âge. Une cinquantaine de représentants ont assisté régulièrement à toutes les sessions depuis 1949, dont appartenaient déjà au beau jour du mouvement européen. Or, les jeunes ne se rallient pas facilement à des mouvements politiques ou autres en 1958. Le Collège d'Europe à Bruges et d'autres instituts européens de même nature ont, au cours de ces 8 dernières années, décerné des diplômes à des milliers d'étudiants. La plupart de ces jeunes gens désirent vivement trouver un emploi qui leur donne la sécurité. On les rencontre dans les services de leurs ministères respectifs des Affaires étrangères, et ils sont déjà assez nombreux dans les différentes organisations européennes et internationales qui ont grandi dans tous les pays depuis la guerre. Cela peut être excellent, mais on a besoin davantage encore de trouver dans les parlements des hommes jeunes qui prennent en charge les responsabilités autrefois assumées par leurs aînés, lorsque ceux-ci abandonnent leur siège parlementaire. En fait, ces jeunes gens auront des responsabilités tout à fait différentes, puisqu'ils appartiennent à une génération différente. Les nouveaux artisans ne seront plus des chefs de mouvements de résistance, comme les Français, les Belges, les Hollandais et quelques Scandinaves, ni des victimes de la persécution fasciste, ni ceux qui profèrent trop facilement des phrases sonores sur l'unité européenne, suivies dans leur sillage par des bouillonnements d'éloquence. Comme les effectifs de jeunes parlementaires de qualité sont inférieurs à la demande sur le plan national, et comme il n'est pas encore prouvé qu'un travail acharné et fructueux sur le plan européen sera considéré comme une activité méritoire, dans leur Parlement national ou devant leur collège électoral, on se heurte actuellement sur le parvis donnant accès à toute assemblée européenne à un problème primordial. Nouveaux objectifs et nouvelles méthodes. Il en est qui prétendent que, sans une menace extérieure inspirant de la crainte, des objectifs politiques, si excellents qu'ils soient en eux-mêmes, ne suffisent pas à rassembler des hommes dont l'allégeance est traditionnellement dispersée parmi différents organes gouvernementaux. Si c'était vrai, comment se ferait-il qu'un corps de doctrine, appelé communisme, dont l'esprit prouve abondamment le caractère fallacieux et maléfique, soit déjà devenu la base du gouvernement d'une moitié de la Terre? Peu à peu, comme le montrent ces pages, une allégeance plus large est en train de se dégager. Certainement, c'est à cela que pensait M. de Housse lorsqu'il prit en 1956 la présidence de l'Assemblée consultative et attira l'attention sur l'obsession des soviets. Il est également vrai, comme l'un des prédécesseurs de M. de Housse, M. Spaak, l'a déclaré à la Grande Réunion de Bruxelles en 1949, que Staline fut l'architecte de l'unité européenne, et c'est la formule de rhétorique du Spaak de la première époque. C'est le nouveau réalisme d'un Spaak un peu différent, qui a présidé les travaux d'une commission de coordination réunie à Bruxelles en 1955. Cette commission, agissant sur une proposition du Benelux, a préparé des plans circonstanciés en vue d'une nouvelle naissance du processus d'intégration européenne et, comme chacun le sait, ces plans portent maintenant leurs fruits. Tout au cours des années 1956, 1957 et maintenant 1958,
L'Assemblée consultative a non seulement accueilli favorablement cette nouvelle méthode, mais a procédé, dans des commissions et des sessions communes avec l'OECE, à l'élaboration des plans destinés à concilier l'étroite intégration économique des six avec une intégration plus large et nécessairement plus souple de l'ensemble de l'Europe. Le Conseil de l'Europe s'est trouvé en face d'un nouvel obstacle à franchir, qui est dans la ligne de son ancienne histoire. Aucun de ceux qui ont écouté les débats de l'Assemblée, ces 2 dernières années, sur le marché commun et la zone de libre-échange, ne peuvent nier qu'il existe entre Européens sincères et authentiques des différences parfaitement sincères de conception. J'écris cela au moment même où les négociations ont atteint un point critique. Mais malgré les critiques que je formule au sujet du statut de l'Assemblée et de l'attitude britannique, je m'attends avec confiance qu'à l'issue de ces négociations, les hommes d'État de l'Assemblée consultative fassent, sous leur pleine responsabilité, de nouvelles déclarations. Quel commentaire ironique sur le cours récent des événements, si l'on venait à retrouver dans les 10 années commençant en 1950 l'esprit de restriction qui prévalait dans la décennie d'avant-guerre. Tout dépend maintenant de la sagesse des hommes d'État et des gouvernements, de la façon dont ils utiliseront les institutions créées pour donner une direction aux forces économiques du monde libre. De telles institutions n'existaient pas au cours des 10 années d'avant-guerre, pas plus qu'il n'existait à Strasbourg un lieu de rencontre où des membres des parlements d'Europe pouvaient discuter de toutes les questions. Ce que Sir Winston Churchill disait des habitations parlementaires s'applique également aux institutions. J'ai parlé longuement des relations entre l'Assemblée consultative et les parlements nationaux, ainsi que des hommes et des femmes qu'il faut découvrir pour assurer le fonctionnement efficace de ces institutions. Mais comme l'a dit très justement M. Jean Monnet, la création d'institutions qui obéissent à des règles nouvelles et qui leur sont communes est plus importante pour l'avenir de l'Europe que des progrès technologiques. Les peuples qui évoluent aux confins de ces institutions ne se verront graduellement transformés sans s'être aperçus des modifications qui se seront produites dans leur propre nature. Faire des Européens. Lorsqu'on parle de faire l'Europe, pour employer l'expression française, une question plus subtile est implicitement contenue dans ce terme. Si même l'Europe était faite, il nous resterait encore à faire de bons Européens. Des vingtaines de représentants qui ont passé plusieurs années à Strasbourg sont venus attester, parfois en termes émouvants, des amitiés qu'ils y avaient contractées. Il serait tout à fait impossible de faire quoi que ce soit au sujet de l'Europe, si des parlementaires éminents ne s'étaient jamais rencontrés. Quelles que soient les critiques qu'on puisse adresser au statut et aux ministres, des centaines de parlementaires, parmi lesquels figurent des Britanniques, se connaissent maintenant. Les voyages à travers l'Europe ont augmenté par sauts et par bonds depuis la guerre mondiale. 2 millions de Britanniques ont visité l'Europe l'an dernier. Et fait plus surprenant, 150 000 Français ont visité la Grande-Bretagne. Ces voyages ont été favorisés par les efforts qu'a réalisé le Conseil de l'Europe pour abolir les restrictions aux touristes. Les difficultés de langue, et ce que je peux seulement appeler l'absence de sens social, ont empêché toute possibilité d'association plus intime. Il est tout à fait naturel que des hommes ayant la même patrie et parlant la même langue se rencontrent dans les couloirs ou dans leurs restaurants favoris. Mais si je parle pour mon pays, et cela s'applique tout aussi bien aux autres, combien, peu nombreux sont ceux qui ont réellement essayé d'entrer dans l'esprit de leurs collègues continentaux, même en acceptant la difficulté de langage. Bien des gens voyagent et pensent qu'ils élargissent leurs idées, alors qu'ils ne font qu'étendre leur sujet de conversation, disait le professeur R. H. Tawney. Nous pourrions dire encore, pour en revenir à Horace, pour beaucoup de ceux qui courent à travers les mers, c'est le paysage qui change et non leur point de vue. Toute la tâche admirable accomplie par les interprètes et les traducteurs, l'interminable masse des documents dans les 2 langues officielles, français et anglais, ne parviennent pas, tant s'en faut, à résoudre ce problème constant. Faire une communauté européenne. Il convient ici de faire résonner une note d'avertissement. La persistance de ces poches de culture que nous appelons nation est l'une des gloires de l'Europe. Ainsi que l'a écrit M. de Madariaga, l'Europe représente une forme tout à fait unique de vie humaine. Il n'est pas une seule de ces nations qui puisse être purement et simplement amalgamée en une communauté électorale uniforme et européenne. L'Europe doit toujours rester un groupe de nations diverses et être gouvernée en conséquence. Il est inconcevable que des Britanniques, des Scandinaves et des Suisses acceptent jamais d'accéder à une Europe unie dont le Parlement fédéral représenterait une faible imitation des procédures parlementaires en vigueur en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Grèce, et qu'ils acceptent de rester entravés dans les inextricables difficultés existant dans ces parlements. J'ai essayé d'exposer certaines des difficultés que doit affronter l'Assemblée consultative, constituée par voie d'élection indirecte. Les élections directes mettraient en jeu bien des nouveaux problèmes, pour ne pas parler des dimensions des circonscriptions électorales et de l'accès d'un Parlement européen aux membres des partis communistes. Une union plus étroite dans des pays du Conseil nordique ou du Benelux n'a diminué en aucune façon les caractères distinctifs des nobles cultures de 16 pays européens. Les nouvelles institutions des 6 ne feront pas la France non française
ou l'Allemagne moins allemande. Le nationalisme, sous sa forme répréhensible, peut être effréné par des accords économiques. Un historien américain a laissé entendre un jour que l'OECE avait probablement fait plus qu'aucune autre institution culturelle pour l'affaiblissement du nationalisme en Europe. Le citoyen des États-Unis n'abandonne qu'à contre-cœur certains pouvoirs bien limités, mais chaque fois pour 2 ans seulement, à ses représentants au Congrès. Le concept d'État est étranger à l'américain moyen, aussi bien qu'aux intellectuels de ce pays. Les États-Unis ne connaissent aucun parti politique religieux, et l'État n'accorde son appui à aucune religion officielle. L'Europe est faite d'États dont quelques-uns, comme la France, sont hautement protectionnistes. Chaque nation a ses méthodes propres pour diriger ses services gouvernementaux. Ce n'est que tout récemment que l'Allemagne et l'Italie ont eu à subir une amère expérience d'étatisme. Par conséquent, lorsque les 6 établissent de nouvelles institutions supranationales, ils ont pour objectif de limiter la souveraineté de l'État, objectif très précis et d'ordre politique. L'Europe doit troubler sa voie. Il ne sert à rien de faire de faciles comparaisons avec les situations de l'Amérique du Nord au XVIIIe siècle, ou même avec la situation actuelle des États-Unis. L'un des grands objectifs de l'Europe est de créer au sein de l'Alliance Atlantique une unité continentale qui, sans être en mesure d'assurer son autarcie, soit forte et susceptible d'expansion. L'unité politique est réalisable en Europe, sans qu'on doive détruire le concept de nation. Chaque jour, les formes plus rudimentaires de nationalisme se trouvent transcendées de 1000 façons. Mais l'Europe ne peut se modeler sur aucune forme connue, de fédération ou de confédération, comme certains Britanniques préfèrent l'appeler, parce qu'il n'y a jamais eu une autre Europe. Le processus de construction de l'Europe et des Européens fait partie d'un rêve, celui d'un patriotisme plus large, transcendant les anciennes inimitiés de clans et mettant fin à une ère de guerre et d'anéantissement. Sans un tel élément d'idéalisme, aucune force d'impulsion ne peut inspirer la moindre politique. Or, le dernier peuple à adopter une attitude sceptique à l'égard d'une telle conception serait le peuple des États-Unis d'Amérique. James Truslow Adams a écrit dans son Epic of America: mais il y eut également le rêve américain, le rêve d'une terre où la vie serait meilleure, plus riche et plus pleine pour chacun des hommes, où les possibilités seraient ouvertes à chacun selon ses capacités et ses réalisations. Notre poème épique est dépouillé de toute sa gloire, si ce rêve n'existe pas. Les statistiques sur l'étendue du territoire, de la population, de la fortune, sont vides de sens pour moi, si je ne peux plus encore croire à ce rêve. De la même façon, un nombre de plus en plus important de parlementaires européens ont conçu un rêve et ont consacré de nombreux mois, depuis la Seconde Guerre mondiale, à concevoir des institutions qui puissent lui donner une forme et le façonner. La seule institution, et la plus importante, qui manque encore est une organisation politique. Les États souverains de l'Europe étaient au nombre de 16 en 1875. Ce nombre s'élève aujourd'hui à 25. 15 d'entre eux sont membres du Conseil de l'Europe. 6 de ces derniers, en présence d'observateurs des autres États membres, ont, il y a 5 ans, au cours d'une assemblée spéciale, historique, rédigé une constitution politique, à l'élaboration de laquelle ils ont apporté une grande science et un profond dévouement. À la différence de toutes les fédérations antérieures, cette constitution tenait compte des sentiments nationaux, profondément enracinés en Europe, et prévoyait à chaque stade des moyens de les freiner et de les restreindre. Elle prévoyait 2 chambres, dont l'une serait élue par les citoyens et l'autre par les parlements nationaux. Un conseil exécutif et, ce qui est encore plus important, une association avec la Grande-Bretagne et le Conseil de l'Europe. Chacun sait que cette institution est morte à sa naissance, mais le rêve en subsiste, et certaines parties de cette constitution ont déjà été incorporées dans les textes de la nouvelle communauté économique européenne et de son assemblée parlementaire. Dans l'intervalle, l'Assemblée consultative a été gravement affectée par des forces extra-européennes, ainsi que le révèlent les comptes rendus annuels de ces débats. Outre la marée de plus en plus forte de nationalisme arabe et africain, l'Europe est située entre 2 immenses puissances, les États-Unis d'Amérique et la Russie soviétique. Je ne les associe que pour la commodité du raisonnement. Les États-Unis s'intéressent à l'intégration de l'Europe parce qu'ils veulent voir une Europe puissante, aussi bien pour elle-même que comme rempart contre le communisme. La Russie soviétique a le vif désir de maintenir l'Europe dans la faiblesse et la désunion. Elle soutient un puissant parti communiste dans 2 pays importants, la France et l'Italie. Elle tient à maintenir une situation perpétuellement instable et poursuit inlassablement sa marche, grignotant tout ce qu'elle rencontre et se faufilant partout où elle peut le faire. La façon dont ces forces extérieures agissent sur l'Europe est paradoxale. Lorsque les questions comme celle de Suez, de l'Afrique du Nord, des bases de lancement et du plan Rapaki sont débattues à l'Assemblée consultative, des divergences d'opinion extrêmement aiguës se manifestent. Mais en même temps, on ne cesse de réclamer une politique étrangère européenne plus étroite. La commission politique de l'Assemblée consultative étudie actuellement la possibilité d'instaurer une commission des affaires européennes à son siège de Strasbourg. La plupart des pays ont dans leur Parlement une commission des affaires étrangères. Cela peut donner l'impression d'une utopie, à moins qu'on ne se rappelle que les grandes puissances qui existaient de 1494
à 1914 ont été maintenant réduites à des dimensions minuscules par l'ascension de puissances géantes. États-Unis, Russie, Chine, Inde et probablement Brésil. L'Europe, y compris la Grande-Bretagne, ne peut pas servir une troisième fois d'arène pour une guerre mondiale. Nous refusons de devenir un musée ou un asile d'indigents. Hitler et Staline ont essayé d'unir l'Europe par certains procédés extrémistes de leur invention. Maintenant, l'Europe doit procéder à des réajustements radicaux, tant intérieurs qu'extérieurs. Les six ne l'ignorent pas, et, comme je l'ai déjà dit, sont en train de procéder à des modifications révolutionnaires, tant dans leur économie intérieure que par voie de conséquence dans leur politique extérieure. Des pays qui font partie du Conseil de l'Europe, parmi lesquels trois neutres, la Suède, l'Autriche et l'Irlande, ne peuvent-ils pas réaliser un accord plus étroit sur le terrain de la politique extérieure? Ne peuvent-ils procéder aux harmonisations nécessaires en adoptant une attitude commune à l'égard des problèmes de l'Afrique et du Moyen-Orient, à l'égard des États-Unis par une compréhension plus profonde du Nouveau Monde, à l'égard enfin de la Russie soviétique par la réalisation du maximum d'unités intérieures et la création d'un front commun? L'OTAN constate qu'il est déjà suffisamment difficile de coordonner diverses politiques étrangères. L'UEO, c'est-à-dire les six et la Grande-Bretagne, essaie manifestement de trouver une base commune pour une politique de défense. Ce qui est parfaitement clair, c'est que l'on gaspille du temps et des heures de travail, et qu'en tout cas, on procède à une tâche inutile si l'on vient discuter de politique étrangère dans 4 conseils ministériels et 3 assemblées, où l'on retrouve la plupart du temps les mêmes ministres et les mêmes parlementaires. Sans aucun doute, les Russes réaliseraient un ordre bien supérieur par les méthodes qui leur sont propres. Mais l'Europe occidentale, malgré tous ses échecs, n'a pas eu l'expérience d'insurrections sanglantes parmi ces libres démocraties. La question qui se pose est de savoir si l'Europe peut faire mieux, et si le Conseil de l'Europe peut jouer un rôle dans cette réalisation. Mais que devient, dans tout cela, le grand dessein sur lequel tant d'attention s'était concentrée en 1957? Est-il donc maintenant discrètement oublié? Les 6 et les 15. À mon avis, il est sage de reconnaître que les 6 ont entre eux des affinités qui les prédisposent à une union plus étroite. La ligne de démarcation entre l'économie et la politique est généralement en train de s'estomper, au point d'être presque imperceptible parmi les institutions des 6. Les continentaux professent ouvertement une mystique européenne, fondée sur la mère expérience des deux guerres. Les Britanniques ont au sujet du Commonwealth une mystique reposant sur des affinités communes et des avantages économiques réciproques. Un homme d'État français a écrit récemment « Le diplomate a cessé d'être celui qui construit l'avenir essentiellement sur des fondations politiques. Il lui faut se transformer en juriste, en économiste, en financier ou en technicien, pour trouver les formules d'intégration ou d'association qu'exige tout programme rationnel de reconstruction européenne. » D'un autre côté, le Conseil de l'Europe et l'OECE ont des rôles précis à jouer sur les terrains politiques et économiques pour réaliser l'unification de l'Europe. Nous sommes trop enclins à sous-estimer les difficultés qu'on a pu rencontrer pour obtenir les ratifications du traité de Rome. On est passé par de nombreuses inquiétudes. La cause de l'unité européenne ne serait pas favorisée si, par exemple, le Parlement français refusait de ratifier un traité conclu entre les 6 et la zone de libre-échange. L'Assemblée consultative et ses diverses commissions, économiques, politiques et agricoles, ont un rôle important à jouer actuellement pour rassembler les parlementaires du marché commun et de la zone de libre-échange. Combien le Conseil de l'Europe et l'OECE gagneraient en efficacité s'ils avaient décidé de fondre leurs deux organisations? Des propositions ont été élaborées avec soin en faveur d'une telle fusion, dans un rapport connu sous le nom de son rapporteur, M. Tyson. L'existence de l'OECE et du Conseil de l'Europe présente une importance vitale pour le maintien de la plus grande Europe. Pour le moment, les circonstances réclament 2 assemblées, ayant chacune son secrétariat politique, l'une pour les 6 et l'autre pour la plus grande Europe. Mais de part et d'autre, on doit normaliser et harmoniser chaque organisation. Il se produira quelques chevauchements d'activité et de représentation. Cela n'en vaut que mieux. Mais le point essentiel est que l'Europe puisse procéder au développement organique de ses propres institutions et accroisse parallèlement sa confiance en soi et le respect de soi. Il y a là une nécessité fondamentale. Les propositions que contenait le grand dessein ne venaient pas à leur heure et n'étaient pas bien conçues. Elles semblaient à un moment accepter le fait que les 6 devaient perfectionner leur propre institution. Puis un moment après, elles élaboraient un plan européen, architectural, englobant les affaires économiques, politiques, sociales, culturelles, juridiques et administratives, y compris les problèmes de défense. Et cela, le cas échéant, avec la participation américaine et canadienne. Pour un esprit continental féru de logique, ce n'était pas là faire sortir l'ordre du chaos, mais donner une nouvelle version vaste et vague de l'Assemblée consultative qui ne répondait à aucun des problèmes techniques et physiques que doivent affronter les parlementaires, et qui furent découverts, bien qu'ils fussent parfaitement évidents,
par les réponses à mon questionnaire. Il y a, par exemple, des avantages tout à fait positifs à confier à des parlementaires des tâches précises à accomplir et surtout à prévoir au-dessus d'eux un organisme exécutif chargé de diriger et, le cas échéant, de censurer les activités parlementaires. C'est là que réside la force de la nouvelle Assemblée parlementaire des 6. Et voici le supplément d'ironie que nous rencontrons. L'Assemblée de l'UEO devait également assumer des tâches précises au sujet des armements. En fait, cette Assemblée a refusé par 31 voix contre 27 l'acceptation par son Conseil d'une réduction des forces britanniques stationnées en Allemagne, une semaine après que le Grand Dessein avait été lancé à Strasbourg. Je dois citer à ce propos quelques extraits de 2 discours prononcés par 2 socialistes de Grande-Bretagne et d'Allemagne. M. Jared Edwards déclara « Le Conseil des ministres sait-il ce qu'il veut que fasse l'UEO ? S'il le sait, le ministre sera-t-il assez aimable pour nous le dire ? S'il ne le sait pas, le Conseil des ministres voudra-t-il bien tenir séance après séance qu'à ce qu'il sache ?» De son côté, M. Herler déclara « Nous n'aurions jamais eu l'idée de constituer un parlement spécial de l'Europe occidentale, tel que celui qui siège aujourd'hui, ici même, pour discuter simplement de questions sociales et culturelles que nous avons jusqu'à présent examinées et que nous nous proposons de continuer à examiner au Conseil de l'Europe. » Pour certains commentateurs britanniques, le seul objet de l'UEO est de sauvegarder la position militaire britannique et de lier l'Europe à l'OTAN. Cela signifie-t-il que M. Sandys veut insuffler une nouvelle vie à l'Assemblée de l'UEO, aussi bien qu'au Conseil des ministres ? Communauté atlantique. Il y a 2 raisons essentielles d'appuyer l'OTAN et de renforcer la communauté atlantique. La première est évidente, répétons-la cependant. La défense de l'Occident est impossible à réaliser sans les États-Unis. La seconde est moins évidente, mais elle a été admirablement exprimée au cours de la récente conférence de Bruges. Certains d'entre nous doutaient qu'à une conférence réunissant des Européens et des Américains du Nord, il fut possible de réaliser un accord sur des valeurs spirituelles et éthiques. J'ai évité de propos délibérés de m'aventurer dans cette sphère au cours de cette étude, mais mirabile dictu. Non seulement un tel accord a été réalisé, mais encore, il a été exprimé dans des termes que tous les membres de la communauté atlantique peuvent comprendre. J'ai donc estimé qu'il valait la peine de citer les 6 résolutions prises par cette conférence, dont on pourra trouver un compte-rendu plus complet dans les cahiers de Buge ou dans Orpis, journal de l'Institut de recherche de politique étrangère, publié par l'Université de Pennsylvania, qui avait participé avec le Collège d'Europe à l'organisation de cette rencontre historique. Ces 6 principes sont les suivants. Respect pour la valeur intrinsèque de la personnalité de l'être humain, valeur qui transcende toute conception idolâtrique et absolue de l'État. Affirmation que la liberté est inséparable de la responsabilité morale de l'individu, qui suppose la référence à une loi supérieure, quelque nom qu'on lui donne. Reconnaissance du fait que cette liberté est inséparable de la solidarité humaine et du devoir de faire accéder progressivement tous les hommes aux biens matériels et spirituels. La communauté atlantique est une civilisation de dialogue qui implique la tolérance et la libre discussion de toutes les opinions, mais ne peut permettre une extension de la tolérance jusqu'au point où les institutions qui rendent possible cette libre discussion seraient menacées de destruction. Il est essentiel que les membres de la communauté se rendent compte que ces principes ne sont pas leur possession exclusive, mais sont partagés par d'autres civilisations. Enfin, la communauté atlantique est consciente de la nécessité de se réexaminer sans cesse, ainsi que les dangers qui menacent à la fois au-dedans et au-dehors la survivance de ces principes. Elle insiste dès lors sur la nécessité continuelle et urgente de les transmettre aux générations futures et de les incorporer dans toute la mesure du possible dans la structure sociale de l'Occident. Ces résolutions furent acceptées à l'unanimité par 70 Européens éminents et par 30 Américains du Nord. Elles seraient, j'en suis certain, acceptées par l'écrasante majorité des Européens, que ce soit parmi les 6 ou dans les pays dont se compose le Conseil de l'Europe, l'OECE et la zone de libre-échange. Si on les rapproche du brillant exposé de M. de Madariaga, cité au début de ce livre, elles constituent aussi un plaidoyer puissant pour que l'on cimente la communauté européenne. Si par conséquent je rejette les propositions du Grand Dessein et l'idée d'un parapluie atlantique, ce n'est pas parce que les institutions actuelles sont pleinement satisfaisantes ou parce que l'Europe peut créer une troisième force. C'est parce que maintenant, une communauté européenne existe. Bien que le continent soit très vieux maintenant et plongé jusqu'au cou dans l'histoire, cette communauté est une plante jeune et sensible, qui n'a même pas 10 ans. Ces nouvelles institutions commencent seulement à prendre racine. Il faut qu'on les laisse pousser. Révision de la politique générale de l'Europe. Dans un discours déjà cité, M. Martineau déclarait « Si ce n'est comme partie d'une révision générale de la politique européenne, la rationalisation n'est pas un problème qu'on puisse aborder sur un plan administratif, en harmonisant simplement les sphères d'activité des diverses organisations.
Qui donc alors doit aborder une révision générale de la politique européenne? Qui donc en fait en est chargé? C'est un fait bien connu que les ministres des Affaires étrangères ont coutume de bloquer leurs diverses réunions à Paris. Avant ou après une conférence de l'OTAN, ils prévoiront quelques jours pour le Conseil de l'Europe et l'UEO. Il se peut que cela se passe en décembre. De par le statut, le comité des ministres est obligé de se réunir avant la session de printemps de l'Assemblée. Mais, à moins qu'on y prenne des décisions, ces deux réunions annuelles ne calment pas les sentiments de déception éprouvés par les assemblées du Conseil de l'Europe et de l'Union de l'Europe occidentale. Les ministres sont seuls qualifiés pour entreprendre la révision générale de la politique européenne. Il ne suffit pas qu'à cet effet, ils révisent le statut afin de pouvoir prendre une décision à la majorité et donner une publicité à leur vote, bien que cette modification serait bien accueillie par l'Assemblée. Ils pourraient décider de procéder à la nomination de ministres des Affaires étrangères, proposition qui a fréquemment fait l'objet de campagnes de couloir. Ils pourraient aller encore plus loin et constituer à Strasbourg une commission des affaires européennes, où siégerait un représentant de chacun des 15 pays. Ils pourraient, enfin, provoquer l'examen des questions sur lesquelles ils considèrent que l'opinion collective de l'Assemblée est importante. Je sais que l'Assemblée a conquis le droit d'organiser son ordre du jour et tient jalousement à conserver ce privilège. Il y a toujours un grand nombre de sujets à examiner et un encombrement se produit toujours lorsque la session progresse sur sa lancée. Mais le Conseil de l'Europe se compose de deux parties, le Comité des ministres et l'Assemblée. Dans certaines organisations internationales, le secrétariat général joue un rôle plus important, et parfois le détenteur de ce poste occupe le siège présidentiel aux réunions des ministres. Ce qui est le cas de M. Spaak, à l'OTAN. Le récent rapport de M. Teigen préconise cette modification du statut du Conseil de l'Europe. Il y a clairement une différence entre un haut fonctionnaire qui s'occupe essentiellement de ses devoirs administratifs et un autre qui joue un rôle important dans l'élaboration d'une politique générale. Le Conseil de l'Europe occupe cette situation unique d'être un organisme intergouvernemental, possédant ce que certaines personnes ont appelé une assemblée intergouvernementale. À la dernière session de l'Assemblée, le secrétaire général, sur instruction du Comité des ministres, a présenté un rapport sur l'état de l'Union européenne et formulé de nouvelles propositions. Il est également au courant de ce qui se passe au Comité des ministres, aussi bien qu'à l'Assemblée. Cette position avantageuse doit lui donner une possibilité particulière de détecter les tensions et surtensions de cette nouvelle organisation. Il se trouve dans cette position unique d'être le chef de l'organisation permanente, alors que les ministres et les parlementaires ne peuvent se réunir que par intervalle. À l'inverse des délégués des ministres qui jouent, comme je l'ai dit, un rôle partiel de bouclier et un rôle partiel de pare-choc, il peut devenir le lien permanent nécessaire. En outre, il y a des possibilités de contact de travail plus étroits entre les experts des ministres et leurs comités, et les experts et les commissions de l'Assemblée, si toutefois certains pays atténuent la vigueur de leurs préjugés nationaux contre la contamination des fonctionnaires par les parlementaires. J'ai déjà cité le témoignage de Lord Layton sur les commissions mixtes, qui admettent des fonctionnaires de l'OECE. J'ai également rappelé l'expérience des heureuses relations existant entre les autorités de l'exécutif et du Parlement, dans le nouveau Parlement européen et dans le Conseil nordique. De même, j'ai rappelé la nomination, faite à titre expérimental, de M. Schneider au poste de représentant spécial du Conseil de l'Europe pour les questions de population et de réfugiés. Si cette expérience se déroule favorablement, n'y verra-t-on pas une raison pour désigner d'autres représentants spéciaux chargés d'autres tâches précises, telles que les formalités de frontières ou les questions sociales? Sur le plan de l'Assemblée, un certain nombre de réformes ont été suggérées. On s'accorde largement à reconnaître que les membres doivent être élus par leur Parlement, de préférence pour la durée de sa législature. Il y a des avantages substantiels à constituer des groupes politiques, mais pour les 15 nations, il y a des limites au groupement par parti. Cette limitation ne doit pas être un obstacle à l'instauration de discussions plus animées, d'autant que les membres de l'Assemblée parlent à titre individuel. On a déjà mentionné la possibilité de recourir davantage à la pratique de la question period, mais là encore, cette procédure est subordonnée à la présence des ministres et à la teneur de l'ordre du jour. L'heure de la décision. Je reviens donc au statut et à la nécessité où se trouvent les ministres d'entreprendre une révision des responsabilités confiées respectivement au Conseil de l'Europe, à l'OECE et à l'UEO. Imaginons qu'en 1958, les ministres prennent la décision d'intégrer les fonctions de défense attribuées à l'UEO dans celles qui sont confiées à l'OTAN et d'absorber les autres activités de l'UEO dans le Conseil de l'Europe. Supposons que, conformément au principe du rapport Teigen, les ministres décident de fondre le Conseil de l'Europe avec l'OECE et de créer l'Union européenne comme organisme de la plus grande Europe. Au moment où ces hypothèses sont écrites, les 3 institutions des 6, qui représentent elles-mêmes une pièce majeure sur le plan de la rationalisation, sont probablement en train de fonctionner dans l'un des centres européens.
Quelle que soit l'issue des négociations en faveur d'une zone de libre-échange, on s'accorde pratiquement partout à reconnaître que l'Europe a besoin d'institutions communes et d'une assemblée parlementaire englobant la plus grande Europe. Sur 142 parlementaires possibles, il y en a seulement 30 qui appartiennent à la fois à l'Assemblée consultative et à l'Assemblée parlementaire européenne qui vient d'être créée. Les membres représentant la Grande-Bretagne, l'Irlande, la Scandinavie, l'Autriche, la Grèce et la Turquie vont voir arriver une centaine de parlementaires des 6 qui continueront leurs activités politiques, économiques et sociales. Ils seront stimulés par la méthode fédéraliste, plus rapide, pratiquée dans leur groupement, et peut-être aussi par un marché nordique commun. Je ne peux trouver qu'un tout petit nombre de parlementaires, si tant est que je puisse en trouver un seul qui représente les 6, ou la plus grande Europe, qui désire abandonner une conception plus large ou accentuer la division de l'Europe. Un siège parlementaire unique. Personnellement, je prétends que, quelles que soient les nouvelles structures qui seront érigées, et quels que soient les pays dans lesquels on les situera, il ne doit y avoir qu'un seul bâtiment parlementaire. Il doit se dresser comme le bâtiment des Nations Unies à New York et les cathédrales en Europe, comme le symbole d'une noble entreprise spirituelle. Il y a de nombreux Européens qui ont traversé les mers et qui ont aidé à créer de nouvelles démocraties parlementaires. Il y a derrière le rideau de fer des millions d'Européens réduits au silence. Ils peuvent se réjouir de constater qu'on prend des mesures pour réduire les tarifs douaniers et abolir les formalités de frontières. Ils conserveront toujours un ancien amour pour le meilleur des trésors européens, de culture, et plus particulièrement pour leur infinie diversité. Mais ils seront encore plus enthousiastes de savoir qu'au XXe siècle, l'Europe a pris un nouveau tournant et recréé la foi dans sa propre destinée. Au prix d'une convention mentale et spirituelle, elle a créé un nouveau climat politique pour les activités de quelques institutions communes. Ce climat, 100 ans après Lincoln, a produit un Robert Schuman et des vingtaines d'hommes et de femmes qui marchent sur ses traces. Les jeunes, en particulier, sont impatients de regarder plus loin, de faire des plans et de concevoir dans un esprit réaliste mais animé par l'espérance la seconde moitié de ce XXe siècle. Aucun de ceux qui furent témoins de cette lutte pour l'unité de l'Europe ne peut douter qu'elle soit inspirée par une foi profonde. Le symbole de cette foi est la réclamation constante d'un Parlement européen où pourront s'exprimer des hommes et des femmes qui, dans un esprit de ferme détermination, auront consacré leur vie à engager leur démocratie, avec la bénédiction de Dieu, dans la voie de la reconstruction de ce noble vieux continent. Avant tout, nous devons aimer l'Europe. Notre Europe sonore du gros rire de Rabelais, lumineuse du sourire d'Erasme, pétillante de l'esprit de Voltaire, dont le firmament spirituel resplendit des yeux ardents de Dante, des yeux clairs de Shakespeare, des yeux sereins de Goethe, des yeux tourmentés de Dostoïevski. Cette Europe à qui la Joconda sourit éternellement, où Moïse et David naissent à une vie éternelle dans le marbre de Michel-Ange, et où le génie de Bach s'élance spontanément pour être capté dans sa géométrie intellectuelle. Où Hamlet cherche par la pensée le mystère de son inaction, et Faust cherche par l'action à combler le vide de sa pensée. Où Don Juan cherche dans les femmes rencontrer la femme introuvable, et Don Quichotte, lance au poing, galope pour forcer la réalité à s'élever au-dessus d'elle-même. Cette Europe où Newton et Leibniz mesurent l'infiniment petit, et où les cathédrales, ainsi que les crévis musset, prient à genoux dans leurs robes de pierre, où les rivières, fils d'argent, réunissent les perles des cités. Joyau taillé dans le cristal de l'espace par le ciseau du temps, cette Europe doit naître. Et elle naîtra quand les Espagnols diront « notre Chartres », les Anglais « notre Cracovie », les Italiens « notre Copenhague », quand les Allemands diront « notre Bruges », et reculeront frappés d'horreur à la pensée de porter sur elle des mains criminelles. Alors l'Europe vivra, car alors l'esprit qui dirige le cours de l'histoire aura prononcé les mots créateurs « Fiat Europa ». Le temps est révolu des déclarations de foi en l'Europe, qui n'engageaient personne. Aujourd'hui, il n'est plus question d'opter pour quelque idéal relégué dans le lointain. Il est question d'être pour ou contre quelque chose qui est devenu réalité.